Clément Viktorovitch avec nous comme tous les dimanches sur France Info. Bonjour Clément. Bonjour Jules. On lit entre les lignes d'un grand débat d'actualité. On va continuer à parler de la réforme des retraites, mais d'un débat un peu connexe, en filigrane, qui s'immisce dans ce débat-là, celui de la valeur travail, qui serait opposé à un droit à la paresse. Pourquoi jugez-vous que ce débat, cette opposition est mortifère, Clément ? Et oui, un débat mortifère selon moi, mais pour une raison simple, c'est qu'il a été posé n'importe comment. Cela dit, il nous confronte tout de même à des questions fondamentales, c'est ce qu'on va voir. Bon, tout part d'une déclaration de Gérald Darmanin le week-end dernier, aux Parisiens aujourd'hui en France. Il fustigeait le gauchisme, paresse et bobo, auquel il oppose les belles valeurs du travail, de l'effort et du mérite. Une manière de répondre, en fait, à Sandrine Rousseau, qui en septembre dernier, sur France Info, revendiquait, elle, le droit à la paresse. Moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Revendiquer la paresse, pour beaucoup, ça paraît étonnant de la part d'une responsable politique. Oui, c'est étonnant, en fait, on peut le dire. En fait, c'est un clin d'œil à un livre, Le droit à la paresse, écrit à la fin du 19e siècle par Paul Lafargue, un militant marxiste français. Le seul problème, c'est que dans le contexte actuel, cette référence a tout obscurci parce que, oui, il existe effectivement un débat autour du travail, mais il n'a absolument rien à voir avec une quelconque revendication à la paresse. Et pour comprendre tout ça, il faut revenir au sociologue Bernard Friot. Ses travaux nous confrontent à un paradoxe perturbant. Comment se fait-il que nous soyons incapables de percevoir, de saisir le travail en dehors d'un rapport marchand ou salarial ? Je m'explique avec des exemples très simples. Une femme qui reste chez elle pour s'occuper de ses enfants, on dira qu'elle ne travaille pas, elle est femme au foyer. En revanche, une assistante maternelle qui fait la même chose, elle s'occupe d'un ou plusieurs enfants, elle travaille. Un prof de français qui, sur son temps libre, offre des cours d'alphabétisation, bon, on dira que c'est un engagement. Un prof embauché par une association pour faire de l'alphabétisation, c'est un travail. Un passionné de musique qui passe ses week-ends à tourner, par exemple, avec sa fanfare, c'est un loisir. Le même musicien décroche des cachets et obtient son intermittence. Soudain, c'est un travail. Pourtant, à chaque fois, l'activité est la même et surtout, la valeur créée pour la collectivité est la même. Alors comment expliquer ce paradoxe, comment le comprendre ? Et bien pour ça, il va falloir en revenir à la définition même de ce qu'est le travail, du point de vue de l'idéologie dominante, c'est-à-dire, disons-le, l'idéologie libérale capitaliste. Le travail en tant qu'activité, le travail concret, n'a pas de valeur. Ce qui lui donne de la valeur, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, le fait d'aller vendre son activité sur un marché, soit le marché des biens et des services pour les travailleurs indépendants, les boulangers, les plombiers et les avocats, soit, le plus souvent, le marché du travail pour les salariés qui acceptent de vendre leur force de travail à un employeur. Voilà ce que ne disent pas ceux qui revendiquent à tout bout de champ la valeur travail. Pour eux, le travail n'a pas de valeur en soi, ça n'est que le marché qui lui donne de la valeur. Ce que propose Bernard Friot, c'est de sortir de cette conception et de considérer assez naturellement que les êtres humains sont, par nature, travailleurs. Notre activité concrète au quotidien est un travail, même quand elle ne s'insère pas sur un marché. Autrement dit, on peut travailler même quand on n'est pas payé, rémunéré. C'est Absolument. Ce qu'on comprend avec les exemples que vous avez cités. Ça peut sembler théorique. Concrètement, qu'est-ce que ces conceptions changent dans le débat ? Et bien justement, s'agissant de la réforme des retraites, ça change tout. Parce que si on accepte ce changement de paradigme, alors une bonne partie des retraités n'exercent pas un droit au repos, encore moins un droit à la paresse. Ils travaillent, mais avec une différence, ils travaillent librement. Puisque leur pension tombe de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin de chaque mois, ils ne sont soumis ni à la pression de clients, ni au bon vouloir d'un employeur. Et que constate-t-on ? C'est que, de fait, ça marche. Les retraités travaillent. Et d'ailleurs, les exemples que j'ai pris tout à l'heure, je ne les ai pas totalement choisis au hasard. La production culturelle, l'engagement associatif, la prise en charge de la petite enfance, le soutien aux personnes, ce sont des secteurs qui reposent largement sur le travail libre des retraités. Je prendrai un seul chiffre. D'après une étude de la DREES publiée cette semaine, entre 60 et 65 ans, près d'une personne sur 4 déclare apporter une aide régulière à un proche en perte d'autonomie. On vous entend, Clément.
Absolument, mais tout de même, nous vivons dans un monde capitaliste. Donc, ce dont vous parlez, est-ce que c'est pas un peu utopiste? Eh bien, au contraire, Jules, et c'est là que ça devient passionnant, c'est quelque chose qui est déjà là. En 1945, quand est créé le régime général de la sécurité sociale, la retraite est conçue comme un salaire continué, un salaire parce que les retraités restent intrinsèquement productif. En 1982, quand François Mitterrand avance l'âge de la retraite à 60 ans, c'est la même idée, garantir une période de la vie où les individus sont encore assez en forme pour pouvoir contribuer à la société librement comme ils l'entendent. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir si nous voulons préserver cette vision de la retraite. Auquel cas, la priorité, c'est de sanctuariser le temps passé en retraite, et tant pis si cela implique d'augmenter un peu les cotisations, voire d'aller chercher d'autres sources de financement. Mais à l'inverse, on peut aussi se satisfaire d'une appréhension plus capitaliste de la retraite, se dire que c'est le marché qui confère au travail sa légitimité et exiger donc que les individus restent sur ce marché aussi longtemps qu'ils le doivent pour équilibrer le système. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que le débat a été mal posé. Personne aujourd'hui ne revendique sérieusement de se rouler dans la paresse. Tout le monde souscrit à l'idée qu'il y ait de la valeur dans le travail. La vraie question, c'est de savoir quel sens nous voulons lui donner à ce travail. Et quand on présente les choses comme ça, on se rend compte que ce qui est devant nous, ça n'est absolument pas une réforme technique. C'est un véritable choix de société. Entre les lignes, Clément Viktorovitch, chaque dimanche sur France Info.